Isabelle Moreau avait 34 ans, 7 mois de grossesse et une liste de choses à faire longue comme le bras. Trier les vêtements de Bernard, appeler le notaire, répondre aux condoléances qui s'accumulaient sur son téléphone comme de la neige sur un rebord de fenêtre, manger quelque chose. Elle n'avait pas vraiment mangé depuis les funérailles. L'appartement du 16e arrondissement de Paris était silencieux d'une façon qui n'avait rien à voir avec le calme. C'était le silence des choses absentes, le silence de la chaise vide en bout de table, de la brosse à dents solitaire dans le verre en porcelaine, du côté droit du lit qui ne se creusait plus sous aucun poids. Bernard Moreau était mort depuis 19 jours, emporté par une rupture d'anévrisme cérébral à 42 ans, au milieu d'un mardi ordinaire, dans son bureau du cabinet d'expertise comptable où il travaillait depuis 15 ans. Il était mort comme il avait vécu, selon Isabelle, sans bruit, sans déranger personne. Elle posait une main sur son ventre, sentant la petite fille bouger contre sa paume, et elle pensait à Bernard avec une douleur douce et résignée. Il avait été un homme bon, attentionné, ponctuel jusqu'à l'obsession, méticuleux dans ses comptes, passionné par les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, et incapable de finir un roman sans lire la dernière page en premier. Il portait des costumes gris achetés dans une chaîne de prêt-à-porter du boulevard Haussmann, conduisait une Peugeot 308 diesel et apportait des croissants le dimanche matin avec la régularité d'un métronome. Ce n'était pas un homme à secret. C'était précisément ce qu'Isabelle avait aimé en lui, au début. La prévisibilité comme forme de sécurité. Après une enfance chaotique entre Marseille et Lyon, ponctuée de déménagements et de paires de substitutions qui disparaissaient, Bernard représentait quelque chose de solide. Quelque chose qui restait. Sauf qu'il n'était pas resté non plus, finalement. La lettre du cabinet notarial de Maître Fontaine était arrivée le matin même, glissée sous la porte avec la discrétion propre aux mauvaises nouvelles administratives. Isabelle l'avait ouverte en buvant son café décaféiné, debout dans la cuisine, dos à la chaise de Bernard. Le notaire l'informait que la succession de son mari était en ordre, que l'appartement était entièrement payé, que l'assurance vie couvrirait confortablement les premières années de l'enfant, et qu'il restait un détail mineur à régler. Bernard était titulaire d'un contrat de location d'un espace de stockage commercial à Ivry-sur-Seine, dans une zone industrielle du Val-de-Marne. Le contrat était à son nom, réglé en avance pour une durée de 8 ans. Maître Fontaine avait joint les coordonnées du gérant et précisé qu'Isabelle, en tant qu'héritière légale, pouvait se présenter munie d'un acte de décès pour récupérer le contenu de l'unité ou résilier le bail. Isabelle avait relu le paragraphe 3 fois. Bernard n'avait jamais mentionné de box de stockage. Pas une seule fois en 6 ans de mariage. Elle fouilla sa mémoire avec méthode, comme on retourne les coussins d'un canapé à la recherche d'une clé perdue. Rien. Pas une allusion, pas un reçu, pas un samedi matin passé à déposer des cartons. Il n'avait non pas de cave encombrée, pas de grenier débordant. L'appartement était petit, certes, mais rangé avec la précision maladive d'un homme qui cataloguait ses chemises par couleur. Elle s'était rassise à la table de la cuisine, les 2 mains à plat sur la lettre, et avait regardé par la fenêtre le ciel de novembre au-dessus des toits parisiens, gris et bas comme un couvercle. Ivry-sur-Seine, zone industrielle, 8 ans de location payée d'avance. Sa petite fille l'avait donné un coup de pied, précis et insistant, contre ses côtes inférieures. Elle avait attrapé son manteau. La route vers Ivry avait quelque chose d'irréel, comme si l'autoroute urbaine se déroulait dans un rêve légèrement de travers. Isabelle conduisait la Peugeot de Bernard, dont le siège gardait encore vaguement la forme de son dos, et elle essayait de ne pas penser à la façon dont ses mains reconnaissaient le volant d'une façon que les siennes ne connaissaient pas. Elle avait branché le GPS. Bernard n'utilisait jamais le GPS. Il disait que Paris n'avait plus aucun secret pour lui. Apparemment, Bernard avait ses propres secrets. L'entrepôt s'appelait Stock Pro. C'était un complexe industriel sans charme, entouré de grillages surmontés de caméras de surveillance, perdu entre une casse automobile et une entreprise de distribution alimentaire. Isabelle se gara sur le parking humide, prit une longue inspiration et sortit de la voiture en appuyant une main dans le bas de son dos. Le gérant s'appelait Rachid. Il était jeune, efficace, et il jeta un regard bref mais éloquent à son ventre avant de détourner les yeux avec une politesse professionnelle. Elle lui présenta l'acte de décès et la lettre du notaire. Il tapa quelques informations sur son clavier, fronça légèrement les sourcils et dit « Monsieur Moreau était un client très régulier, toujours courtois. Il venait environ 2 fois par mois, le mercredi soir en général. Il avait l'air ordinaire, vous voyez? Le genre de client dont on ne remarque pas les visites, parce qu'il ne pose jamais de problème. Le mercredi soir. Bernard rentrait tard le mercredi soir. Il avait des réunions de copropriété, disait-il. Il était syndic bénévole de l'immeuble depuis des années. Isabelle n'avait jamais vérifié.
Rachid lui tendit un badge d'accès temporaire et lui indiqua le chemin vers l'unité numéro 214, dans le bâtiment B, secteur climatisé. Isabelle le remercia et suivit les flèches peintes en rouge sur le sol en béton. L'unité 214 était au bout d'un couloir fluorescent qui sentait le plastique neuf et le renfermait. La porte était métallique, coulissante, fermée par un cadenas à combinaison électronique et, en dessous, un second verrou cylindrique qui nécessitait une clé physique. Isabelle s'arrêta devant la porte et réalisa qu'elle n'avait ni le code ni la clé. Elle retourna voir Rachid. Il lui expliqua, légèrement embarrassé, que M. Moreau avait laissé des instructions très précises lors de la signature du contrat, 8 ans plus tôt. En cas de décès, et uniquement dans ce cas, le gérant était autorisé à ouvrir l'accès électronique pour l'héritière désignée. La clé physique, en revanche, devait être en possession du titulaire du bail. Isabelle rentra chez elle, traversa l'appartement avec une détermination nouvelle et commença à chercher méthodiquement. Elle avait déjà fait l'inventaire des affaires de Bernard pour le notaire, mais elle n'avait pas cherché de clé spécifique. Elle avait rangé ses cravates, ses costumes, ses montres ordinaires. Elle avait vidé ses tiroirs de bureau avec le cœur serré et les gestes lents des gens qui font semblant de ne pas souffrir. Elle recommença depuis le début, plus attentivement cette fois. C'est dans le double fond de la trousse de toilette en cuir de Bernard, glissée sous une semelle décollée, qu'elle la trouva. Une clé à tête cylindrique, longue, avec des encoches complexes. Pas le genre de clé qu'on achète chez un serrurier de quartier. Elle était enveloppée dans un morceau de tissu bleu marine, maintenu par un élastique, et à l'intérieur du tissu se trouvait également un petit rectangle de papier plié en 4. Isabelle déplia le papier à la table de la cuisine, sous la lampe. C'était une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Pas l'écriture de Bernard, cette écriture appliquée et légèrement penchée vers la droite qu'elle connaissait par cœur. Celle-ci était différente, plus anguleuse, plus rapide, comme si quelqu'un d'autre avait tenu le stylo. Il était écrit « Si tu lis ceci, je suis mort, ne va pas à Ivry, brûle cette clé. Pour l'amour de ce que nous avons construit ensemble, Isabelle, ne va pas à Ivry. » Elle avait relu 3 fois, puis elle avait attrapé son manteau. Le lendemain matin, Rachid ouvrit l'accès électronique sans poser de questions supplémentaires. Isabelle inséra la clé dans le verrou cylindrique. Il tourna avec une précision qui indiquait un mécanisme bien entretenu, régulièrement huilé. La porte coulissa vers le haut avec un bruit de roulement sourd. Les lumières à détection de mouvement s'allumèrent automatiquement. Isabelle ne bougea pas pendant plusieurs secondes. L'espace faisait environ 40 mètres carrés et il était organisé avec une rigueur qui n'avait rien à envier à l'appartement du 16e. Ce n'était pas un débarras, c'était une pièce fonctionnelle, pensée, structurée. Sur la droite, une longue table en métal sur laquelle étaient alignés 3 ordinateurs portables, 2 disques durs externes, et ce qui ressemblait à du matériel de communication satellitaire. Sur la gauche, une armoire métallique fermée à clé. Au fond, des rayonnages en acier boulonnés au mur, couverts de dossiers cartonnés classés par année, remontant jusqu'à 2009. Et au centre de la pièce, posé sur une palette en bois, un objet recouvert d'une bâche en toile huilée. Isabelle entra dans la pièce. L'air était frais, sec, parfaitement régulé. Elle s'approcha de l'armoire métallique en premier. Le cadenas était différent de celui de la porte principale, mais la même clé l'ouvrit. À l'intérieur, sur des cintres en bois, étaient suspendus des vêtements qu'elle n'avait jamais vus. Pas des costumes gris de boulevard Haussmann. Des pièces d'une autre catégorie entièrement. Un blazer en cachemire anthracite, dont l'étiquette indiquait un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré. 2 chemises en lin blanc, avec des initiales brodées qui n'étaient pas celles de Bernard. Un manteau long en laine d'alpaga. Sur l'étagère du bas, des chaussures en cuir cordovan brun acajou, cirées à la perfection. Et dans un plateau en velours noir, 2 montres. Une Jaeger-LeCoultre, une Patek Philippe. Bernard portait une Casio. Il disait que les montres de luxe étaient une manière déguisée de se vanter. Elle referma l'armoire et s'approcha de la table. Elle ouvrit un des ordinateurs portables. Il demandait un mot de passe. Elle essaya la date de naissance de Bernard, puis la sienne, puis celle de leur mariage. Rien. Elle laissa les ordinateurs et prit un des dossiers sur les rayonnages. Il était étiqueté simplement « 2017, transaction ». Elle l'ouvrit. Ce n'étaient pas des documents comptables au sens où elle l'entendait. C'était une série de relevés de virements entre des structures dont les noms ne lui disaient rien. Une fondation basée au Luxembourg, une société holding domiciliée à Chypre, un fonds fiduciaire au Liechtenstein. Les sommes étaient importantes, pas astronomiques à première vue, mais régulières et volumineuses. 50 000 € ici, 120 000 là. Les annotations manuscrites en marge étaient en partie codées, mais certaines étaient tout lisibles. Commission reçue. L'eau Méditerranée orientale,
Livraison confirmée Beyrouth. Acheteur satisfait. Nouvelle commande prévue. Q3. Isabelle referma le dossier. Elle le reposa exactement à sa place. Elle avait les mains parfaitement calmes, ce qui lui sembla étrange. Elle s'attendait à trembler. Elle alla vers la bâche au centre de la pièce et la souleva. Dessous se trouvait une caisse en bois de transport, du type utilisé pour les œuvres d'art ou les instruments fragiles, avec des renforts métalliques aux angles et un système de fermeture à pression. Isabelle la fit pivoter pour trouver les fermetures, les déverrouilla une à une et souleva le couvercle. À l'intérieur, calé dans une mousse de protection sur mesure, se trouvait un objet enveloppé dans du papier de soie archivistique. Elle le déballa avec précaution. C'était un vase, en céramique, d'une beauté troublante, avec des motifs peints à la main dans des bleus et des verts qui semblaient impossiblement intenses sous la lumière froide des néons. Elle n'était pas experte, mais quelque chose dans la façon dont l'objet occupait l'espace lui indiqua qu'il avait une histoire longue et sérieuse. Elle sortit son téléphone et photographia les inscriptions sur la caisse. Elle photographia le vase. Elle photographia les dossiers, les ordinateurs, les vêtements, les montres. Elle photographia tout pendant 20 minutes, avec la méthodologie d'une femme qui a décidé de comprendre avant d'agir. C'est en photographiant les dossiers du fond qu'elle trouva l'enveloppe. Elle était glissée entre les dossiers des années 2015 et 2016, pas étiquetés, fermés avec du ruban adhésif Kraft. Elle l'ouvrit debout, contre les rayonnages. À l'intérieur, il y avait 4 passeports. Elle les ouvrit l'un après l'autre. La photo de Bernard la regardait depuis chacun d'eux. Les mêmes yeux légèrement écartés. Le même pli au coin de la bouche qui indiquait une sourire retenue. Mais les noms changeaient. Bernard Lefebvre, citoyen français. Paul Meister, citoyen suisse. Marco Ferretti, citoyen italien. Et le dernier, Daniel Sorel, nationalité non précisée. Document d'aspect différent, plus épais, avec des tampons qu'Isabelle ne reconnaissait pas. Il y avait aussi dans l'enveloppe une photographie. Pas numérique, une vraie photographie papier, légèrement jaunie sur les bords. On y voyait Bernard, jeune, peut-être 25 ans, assis à une table dans ce qui ressemblait à un café du Moyen-Orient. En face de lui, un homme plus âgé qu'Isabelle ne reconnaissait pas. Les deux regardaient au quelque chose hors cadre avec la même expression concentrée. Au dos de la photo, écrit au stylo bile bleu, Beyrouth, mars 2001. Ne jamais oublier pourquoi. Isabelle remit tout dans l'enveloppe. Elle la glissa dans son sac. C'est à ce moment que son téléphone vibra. Un numéro masqué. Elle décrocha sans réfléchir. Une voix d'homme, grave, avec un accent qui mêlait quelque chose d'indéfinissable, entre le français et une autre langue qu'elle n'arrivait pas à identifier, dit « Madame Moreau, je sais où vous êtes. Je sais que vous avez ouvert l'unité. Je n'ai aucune intention de vous faire du mal, mais il faut que nous parlions très rapidement. Pas maintenant, pas au téléphone. Ce soir, 19h, brasserie Le Suffren, avenue de Suffren, 15e arrondissement. Venez seul. Si vous appelez la police avant de m'avoir parlé, les choses deviendront compliquées pour tout le monde, y compris pour vous et pour l'enfant. » La ligne fut coupée. Isabelle resta immobile dans l'entrepôt climatisé, le téléphone dans la main, et écouta le silence parfait de la pièce. Dehors, quelque part dans la zone industrielle, un camion reculait en bip régulier. Elle rangea son téléphone, referma la caisse, renfermit la bâche, verrouilla l'armoire et quitta l'unité 214 aussi calmement qu'elle était entrée. Elle passa l'après-midi à réfléchir. Elle pouvait appeler la police, c'était l'évidence, mais la voix avait dit les choses deviendront compliquées pour vous. Et Isabelle, qui n'était pas naïve, comprenait que les dossiers dans l'entrepôt, les passeports multiples, les transferts offshore, les objets d'origine non documentés constituaient un labyrinthe dans lequel elle pouvait très facilement se retrouver prisonnière, soupçonnée, même innocente. Elle connaissait assez bien le fonctionnement des enquêtes pour savoir qu'une épouse héritière était toujours, dans un premier temps, une suspecte potentielle. Elle pouvait ne pas y aller, mais alors elle ne saurait rien, et ne rien savoir avec un enfant à naître dans 6 semaines, dans une situation dont elle ne comprenait pas encore la nature, lui semblait pire que tous les risques. Elle passa 2 heures à relire les photos qu'elle avait prises des dossiers. Elle chercha sur Internet les noms des structures mentionnées. La fondation luxembourgeoise était répertoriée dans un rapport de l'ONG Global Financial Integrity comme écran potentiel pour le mouvement de capitaux illicites. La société chypriote avait été citée dans une enquête journalistique sur le financement du trafic d'antiquités du Proche-Orient, publiée dans Le Monde diplomatique en 2019. Elle s'arrêta sur cette dernière phrase. Trafic d'antiquités du Proche-Orient. Elle repensa au vase dans la caisse, à la photo de Beyrouth, aux tampons sur les passeports, aux annotations dans les marges des dossiers. L'eau Méditerranée orientale, livraison Beyrouth,
acheteur à Macao. Bernard n'était pas expert comptable, ou plutôt, il l'était aussi, mais ce n'était pas son seul métier. Le Suffren était une brasserie ordinaire, le genre d'endroit qui sert des entrecôtes et de la pression depuis 40 ans sans s'en excuser. Isabelle arriva avec 10 minutes d'avance et choisit une table contre le mur, dos à la cloison, de façon à voir l'entrée. Elle commanda une eau pétillante et attendit. L'homme arriva à 19 heures précises. Il était grand, la soixantaine passée, avec des cheveux entièrement blancs coupés courts et le genre de visage qui n'exprime rien par habitude plutôt que par nature. Il portait un manteau bleu marine et des gants en cuir qu'il retira en s'asseyant. Il regarda son ventre une fraction de seconde, puis son visage, et dit « Je m'appelle Gilles Beaumont. J'ai travaillé avec votre mari pendant 14 ans. » Il parlait français sans accent maintenant. La voix au téléphone avait dû être une précaution. Isabelle dit « Travailler, comme expert comptable. » Il eut quelque chose qui ressemblait à un sourire triste. Non, pas comme expert comptable. Il posa ses mains à plat sur la table et parla pendant 20 minutes sans s'arrêter, d'une voix basse et égale, comme quelqu'un qui récite quelque chose qu'il a répété mentalement de nombreuses fois. Isabelle l'écouta sans l'interrompre. Bernard Moreau avait été recruté en 1998 par une cellule spécialisée dans le renseignement patrimonial, une structure qui opérait à la frontière floue entre les services de l'État et les organismes de coopération internationale. Pas la DGSE à proprement parler, pas tout à fait le privé non plus. Quelque chose entre les deux, financé de façon opaque, fonctionnant sur des loyautés personnelles autant que sur des mandats officiels. Sa mission principale avait évolué au fil des années, mais son cœur restait constant. Il s'introduisait dans les réseaux de trafic d'antiquités issus de zones de conflit au Proche-Orient, principalement en Syrie, au Liban et en Irak, en se faisant passer pour un intermédiaire financier corruptible. Il construisait des relations, il collectait des informations. Il permettait parfois la récupération d'objets de valeur patrimoniale extrême, dirigeait discrètement des pistes vers Interpol ou vers les autorités du pays d'origine et disparaissait avant que quiconque dans le réseau ne fasse le lien. Il avait sauvé des centaines d'objets, des mosaïques, des manuscrits, des pièces de monnaie, des statues, des choses qui autrement auraient dû terminer dans des collections privées à Dubaï ou à Genève, achetées par des gens qui savaient et préféraient ne pas savoir. « Et le vase ?» demanda Isabelle. Beaumont prit une longue inspiration. Le vase est le problème. Il s'agit d'une amphore mycénienne datant d'environ 1400 avant Jésus-Christ. Elle a été extraite illégalement de Syrie en 2015 pendant le conflit, revendue plusieurs fois, et elle vaut sur le marché noir actuel entre 3 et 4 millions d'euros. Bernard était supposé la remettre à une équipe de l'UNESCO à Lyon dans 3 semaines. C'est pour ça qu'elle était là. Et la personne qui a appelé? Un homme qui s'appelle Karim Nassif. Il représente un groupe d'acheteurs basé à Istanbul qui pensait avoir acquis cette amphore définitivement il y a 18 mois. Bernard leur avait fait croire qu'il la leur livrerait, mais c'était un mensonge opérationnel. Il voulait la récupérer et la restituer. Nassif l'a découvert trop tard. Maintenant Bernard est mort et Nassif veut soit l'objet, soit l'argent qu'il représente. Isabelle but une gorgée d'eau et posa son verre avec soin. « Et pourquoi vous me racontez tout ça ?»« Parce que, dit Beaumont, vous avez la clé de l'entrepôt. Parce que vous êtes l'héritière légale de tout ce qui s'y trouve. Et parce que Nassif n'est pas violent par nature, mais ses commanditaires le sont. Bernard m'a contacté 2 jours avant sa mort. Il était inquiet. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, vous trouveriez la clé. Et il m'a demandé de vous trouver avant eux. » Isabelle resta silencieuse un moment. La brasserie ronronnait autour d'eux. Des couples qui dînaient, un groupe à la table du fond qui fêtait quelque chose. Un monde ordinaire à quelques mètres d'une conversation qui ne l'était pas. Elle demanda. Est-ce qu'il savait, pour la grossesse? Oui. Il en était très heureux. Isabelle regarda par la vitre le boulevard trempé de pluie de novembre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce que Beaumont proposait était simple dans sa structure, complexe dans ses implications. Il fallait sortir l'amphore de l'entrepôt discrètement, dans les 48 heures, avant que Nassif et ses hommes ne trouvent le moyen d'y accéder légalement ou autrement. La transférer dans un endroit sécurisé qu'ils contrôlaient, et laisser Beaumont et son réseau gérer la suite. Isabelle l'écouta, puis dit qu'elle avait besoin de la nuit pour réfléchir. Beaumont lui donna un numéro de téléphone et se leva. Avant de partir, il posa sur la table une enveloppe Kraft. À l'intérieur, dit-il, se trouvait un document que Bernard avait préparé avant de mourir. Pas pour Beaumont, pour elle. Elle ouvrit l'enveloppe dans sa voiture, garée sous un platane mort, avec la pluie qui crépitait sur le toit. À l'intérieur, il y avait 3 feuilles manuscrites. Cette fois, c'était bien l'écriture de Bernard. Cette écriture penchée et appliquée qu'elle reconnaissait depuis le premier mot d'amour qu'il lui avait laissé sur le réfrigérateur.
6 ans plus tôt. Il avait écrit « Isabelle, si tu lis ceci, c'est que j'ai manqué de temps et que tu as fait exactement ce que je t'avais demandé de ne pas faire. Je te connais. Tu es allé à Ivry. Et maintenant tu as des questions auxquelles je ne peux plus répondre moi-même. Je vais essayer. J'ai commencé cette vie parallèle bien avant de te rencontrer. À l'époque où j'étais encore assez naïf pour croire que tout ce qui était clandestin était forcément corrompu et que tout ce qui était légal était forcément propre. J'ai appris que c'était plus compliqué. Les réseaux qui pillent le patrimoine des pays déchirés par la guerre ne sont pas des personnages de films. Ce sont des avocats fiscaux, des galeristes respectés, des collectionneurs philanthropes. J'ai décidé d'utiliser ce que je savais faire, les chiffres, les structures, la comptabilité, pour entrer dans ces réseaux de l'intérieur, pour les documenter, pour récupérer ce qu'ils volaient. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Je t'ai menti par omission pendant 6 ans. Je t'ai protégé de cette partie de ma vie parce que je pensais sincèrement que la séparation vous garderait en sécurité, toi et elle, quand elle arriverait. J'avais tort de décider ça à ta place. Tu méritais de savoir. Je m'en excuse. Dans l'entrepôt, dans le dossier étiqueté 2022 à l'intérieur, dans la pochette rouge, tu trouveras un document différent des autres. C'est une synthèse de 14 ans de travail. Nom, réseau, flux financier, localisation d'une quarantaine d'objets volés dont j'ai documenté le parcours. Ce document, remis aux bonnes personnes, pourrait démanteler plusieurs réseaux actifs. Beaumont sait qui sont les bonnes personnes. Mais je ne lui fais pas entièrement confiance. Et toi, tu ne devrais pas non plus, pas tout de suite. Avant de lui donner quoi que ce soit, vérifie. La personne à qui tu peux vraiment faire confiance s'appelle Nadia Larousse. Elle est chercheuse à l'Institut national du patrimoine, rue des Pyramides. Elle a coopéré avec moi à plusieurs reprises sans le savoir. Elle sait des choses. Montre-lui la photo de Beyrouth, elle comprendra. Pour le reste, l'appartement est à toi, propre, sans aucun lien avec les activités que j'ai décrites. L'assurance vie est légitime. L'argent que tu trouveras dans la pochette rouge, environ 60 000 € en liquide, provient des commissions que j'ai touchées des réseaux et que je n'ai jamais dépensées parce qu'ils me dégoûtaient. Prends-les. Pour elle. Pour vous deux. Je t'aime. Je vous aime toutes les deux. Je suis désolé de t'avoir laissé avec ça. Bernard. Isabelle rentra chez elle. Elle ne dormit pas. Elle était allongée sur le dos dans le lit trop grand, une main sur son ventre, à regarder le plafond et à penser de façon ordonnée, méthodique, l'une après l'autre, à toutes les décisions qu'elle devait prendre. À 6 heures du matin, elle se leva, fit du café et appela l'Institut national du patrimoine. Elle tomba sur la messagerie. Elle laissa un message en disant qu'elle cherchait à joindre Nadia Larousse pour une affaire urgente concernant du patrimoine archéologique du Proche-Orient et qu'elle mentionnerait le nom de Bernard Moreau. À 8h moins 20, son téléphone sonna. Nadia Larousse avait une voix rapide et précise, celle des gens habitués à aller droit au fait. Elle dit qu'elle connaissait le nom de Bernard Moreau, qu'elle avait reçu de lui, à 2 reprises, des informations qui avaient permis la restitution d'objets archéologiques à la Syrie et au Liban. Elle dit que lorsqu'elle avait appris son décès, elle avait pensé que c'était une grande perte, et elle demanda ce que voulait Isabelle. Isabelle dit « Je veux vous montrer quelque chose. Pouvez-vous me retrouver à Ivry-sur-Seine ce matin ?» Elles se retrouvèrent à l'entrée de Stock Pro à 10 heures. Nadia Larousse avait une quarantaine d'années, des cheveux noirs coupés carrés, et le genre d'autorité tranquille qui ne s'explique pas et ne se justifie pas. Isabelle lui montra la photo de Beyrouth à l'entrée du couloir, avant même d'ouvrir la porte de l'unité. Nadia la regarda longtemps. « L'homme en face de Bernard, dit-elle enfin. Je le connais. Il s'appelait Joseph Kassab. C'était un archéologue libanais. Il a été tué en 2003. Il faisait le même travail que Bernard de son côté, documenter les pillages, essayer de garder des preuves. Bernard était son contact en France. » Elle releva les yeux vers Isabelle. « Votre mari avait commencé tout ça par loyauté envers un homme mort. Vous comprenez ?» Isabelle comprit. Elles entrèrent dans l'unité. Nadia fit le tour de la pièce lentement, en silence, s'arrêtant devant les dossiers, effleurant les pochettes des doigts. Quand elle vit l'amphore, elle s'arrêta complètement et se tut pendant un long moment. « Je cherchais cet objet depuis 2 ans, dit-elle enfin. Nous savions qu'elle existait. Nous ne savions pas où elle était. » Isabelle lui donna la lettre de Bernard. Nadia la lut debout, sans s'asseoir. Quand elle eut fini, elle la replia soigneusement et la rendit à Isabelle. « En ce qui concerne Gilles Beaumont, dit Nadia, votre mari avait raison d'être prudent. Beaumont travaille effectivement pour une structure liée au renseignement, mais ses motivations sont mixtes. Ce qu'il voulait récupérer dans cet entrepôt, c'est le document de synthèse, celui que Bernard décrit dans sa lettre. Ce document, entre les mains d'un service qui opère sans transparence, pourrait servir à protéger certains réseaux autant qu'à en démanteler d'autres.
Il faut que ce document arrive à une institution qui a des obligations légales de transparence. Comme l'Institut national du patrimoine? Comme l'Institut, oui. Et comme Interpol, avec qui nous avons un protocole de coopération. Ça prendrait plus de temps que ce que Beaumont vous proposait. Mais ça fonctionnerait vraiment. Et l'amphore? Elle retourne en Syrie. Par les voies officielles. C'est ce que Bernard voulait. C'est ce que Joseph Kassab voulait en 2001. Isabelle réfléchit. Elle pensa à Bernard qui venait ici le mercredi soir, pendant que les voisins croyaient qu'il était en réunion de copropriété. Elle pensa aux costumes en cachemire qu'il n'avait jamais portés devant elle, aux montres qu'il gardait ici parce que chez lui il portait une Casio par conviction ou par précaution. Elle ne savait plus. Elle pensa à la note qui lui disait de ne pas venir, et à la lettre qui lui expliquait tout, sachant qu'elle viendrait quand même. Il la connaissait bien, finalement. Elle demanda, « Nassif, l'homme qui a appelé, est-ce qu'il est dangereux pour moi concrètement maintenant ?» Nadia hésita une fraction de seconde. Si nous agissons vite et si nous impliquons les autorités compétentes dans les prochaines heures, il n'aura plus de raison de vous approcher. Le seul intérêt que vous représentez pour lui, c'est l'accès à cet objet et à ses documents. Si cet accès est sécurisé par une procédure officielle, vous devenez une veuve enceinte ordinaire qui a coopéré avec les autorités. Ça vous protège. Et Beaumont? Il sera mécontent. Mais Beaumont opère dans des zones grises. Il ne peut pas se plaindre officiellement. Isabelle hocha la tête lentement. D'accord, on fait comme vous dites. Mais j'ai une condition. Nadia attendit. Quand l'amphore sera restitué, je veux que ce soit documenté. Le nom de Bernard. Ce qu'il a fait, pourquoi il le faisait, le nom de Joseph Kassab. Je veux que ça existe quelque part dans un document officiel. Pas pour la presse, pas pour personne d'autre, juste pour que ça existe. Pour que ma fille puisse un jour lire ce que son père faisait le mercredi soir. Nadia Larousse regarda Isabelle pendant un moment, puis dit simplement « Je m'en occupe personnellement ». Les jours qui suivirent furent à la fois intenses et étrangement administratifs. Nadia mit en mouvement une procédure qu'Isabelle n'aurait pas su imaginer, impliquant l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, un magistrat spécialisé du parquet de Paris et un coordinateur d'Interpol basé à Lyon. L'entrepôt fut scellé, inventorié, chaque objet photographié et répertorié. Le document de synthèse de Bernard fut remis aux autorités, avec une liste de recommandations élaborées conjointement par Nadia et le magistrat, pour en contrôler l'utilisation. Beaumont appela Isabelle une fois, 2 jours après leur rencontre au Suffren. Il était calme, mais sa voix portait quelque chose de plus froid qu'avant. Il dit qu'elle avait pris la mauvaise décision. Elle lui répondit qu'elle avait pris la décision qui lui semblait juste, et que si la différence entre les deux le dérangeait, il pouvait en discuter avec le magistrat du parquet dont elle lui donna le nom. Beaumont raccrocha. Karim Nassif ne l'appela plus jamais. 3 semaines plus tard, Isabelle Moreau accoucha d'une petite fille en bonne santé dans une maternité du 14e arrondissement. Elle l'appela Joséphine. 6 mois après la naissance de Joséphine, une cérémonie de restitution eut lieu à l'ambassade de Syrie à Paris. L'amphore mycénienne y était présentée sous verre, éclairée par des spots qui faisaient flamboyer les bleus et les verts de sa glaçure. Des représentants du gouvernement syrien, des conservateurs de musées, des membres d'Interpol et des journalistes étaient présents. Isabelle était assise au 3e rang avec Joséphine endormie dans son porte-bébé. Le directeur de l'Institut national du patrimoine prit la parole pour présenter l'historique de la restitution. Il mentionna le travail de documentation mené sur plusieurs années par un opérateur discret, dont il ne pouvait pas divulguer l'identité complète pour des raisons liées à la protection d'enquêtes en cours, mais qu'il désigna, en accord avec la famille, sous le nom de code que cet opérateur avait utilisé dans ses propres documents. Le comptable. Isabelle ne pleurait pas facilement. Elle ne pleura pas pendant le discours. Mais quand le directeur dit, avant de conclure, que le travail du comptable avait permis d'identifier l'origine et le parcours de 38 objets archéologiques illicitement déplacés, dont plusieurs étaient désormais en cours de rapatriement vers leur pays d'origine, et qu'il souhaitait adresser sa gratitude à la famille qui avait rendu possible la conclusion de ce travail, Isabelle posa la main sur la tête de Joséphine et ferma les yeux une seconde. Elle pensa à la Casio, au croissant du dimanche, au côté droit du lit. Elle pensa à Bernard dans ce café de Beyrouth en 2001, assis en face d'un archéologue qui serait mort 2 ans plus tard, regardant tous les deux quelque chose hors du cadre photographique, avec cette expression concentrée et grave. Elle se demanda ce qu'il regardait. Elle se demanda si Bernard avait déjà eu peur, ou s'il avait appris à ne pas y penser. Elle rouvrit les yeux. L'amphore brillait derrière le verre, aussi belle et aussi tranquille que si les 1400 ans de guerres et de frontières et de mains successives qu'il avait les portées n'avaient été qu'un long voyage vers cette lumière-là. En sortant de la cérémonie, Nadia Larousse la rejoignit dans le couloir et lui tendit une enveloppe.
À l'intérieur se trouvait un document sur papier à en-tête de l'Institut, avec un numéro de référence officiel et un titre « Rapport de restitution », amphore mycénienne, contribution de l'agent Bernard Moreau, dit le comptable, 1998-2024. En bas de la dernière page, Nadia avait ajouté à la main, en dehors du cadre officiel, et de Joseph Kassab, archéologue, Beyrouth, 1968-2003. Ce travail leur appartenait à tous les deux. Isabelle mit le document dans son sac, à côté de la lettre de Bernard. Elle boutonna le manteau de Joséphine, parce que décembre était froid cette année à Paris, et elle sortit dans la rue où les platanes avaient perdu toutes leurs feuilles, et où la lumière de l'après-midi tombait bleue et oblique sur les façades haussmanniennes, et elle marcha.